Voix de femme. صوت المرأة. La web radio qui porte vos préoccupations, vos aspirations, vos perspectives. إذاعتنا أبواب مفتوحة على عالمك، اطلاعاتك ووقفاتك. إذاعتنا صوتك المسموع. Voix de femme, la voix de la convergence. كلنا معك. Tous pour elle. Tous pour elle. L'espace consacré aux entretiens relatifs aux grandes questions qui touchent la femme vous propose 3 nouveaux entretiens avec le directeur de l'emploi, la présidente de l'association Iqra et la directrice du SIDEF. Vous aurez également à réécouter les entretiens déjà diffusés la semaine dernière et qui ont porté sur la violation des droits humains et constitutionnels de la femme, l'habit traditionnel palestinien et le cancer du sein. La tendance se confirme dans le marché de l'emploi en Algérie. 20% des projets de l'ANSEJ sont développés par des femmes. Quelle est la situation de l'emploi féminin en Algérie? Élément de réponse dans cet entretien réalisé par Naïma Allouche avec Annan, le directeur de l'emploi. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de vous entretenir sur le thème donc de la promotion de l'emploi féminin. Effectivement, dans l'expérience algérienne du traitement du chômage, particulièrement des jeunes, il y a, on doit souligner, il y a une préoccupation extrêmement importante vis-à-vis de ce segment de population. Parce que dans toutes les expériences de développement, il a été observé une corrélation entre l'emploi féminin et le développement. C'est-à-dire lorsque les femmes s'intègrent dans la société par leur travail, effectivement, le développement devient un processus plus important. Chez nous, je dois vous dire d'abord que nous assistons ces dernières années au développement de l'emploi féminin. Il y a une arrivée extrêmement importante des femmes sur le marché du travail. Ce que nous observons aussi, c'est que les femmes maintenant en Algérie qui arrivent sur le marché du travail sont de plus en plus instruites. Ceci est dû au fait que si vous observez les cohortes qui sortent de l'université ou des établissements de formation nationaux, il y a une dominante féminine. Donc les femmes qui arrivent sur le marché du travail ont de la qualification. Et on a observé aussi que les femmes, en certains aussi, commencent à avoir un certain engouement pour prendre des risques économiques et créer leur propre projet. Donc ne pas aller vers le salariat, vers une occupation dans une entreprise ou au niveau du secteur de l'administration, mais préfèrent créer leur propre projet. Rien que pour notre dispositif de l'ANSEJ, de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes, nous avons recensé plus de 15 000 projets qui ont été conduits par des femmes. Donc c'est extrêmement important. Et ce processus est en train encore de se développer. De plus en plus, nous voyons les femmes venir, elles sont porteuses de projets, elles ont de l'ambition de créer leurs projets. Et on a observé aussi que les projets qui ont été créés par les femmes, puisqu'on est aujourd'hui dans une journée d'études qui pose la problématique de la compétitivité de l'entreprise, quelle que soit sa taille, PME ou micro-entreprise, la compétitivité dans un
marché mondial changeant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un projet en Algérie, mais son environnement, il est mondial. Parce qu'il va produire des biens ou des services, il est soumis à la concurrence. C'est ça la mondialisation. Donc nous voulons de plus en plus en Algérie, et on a pris des dispositions pour cela, que nos projets aient une certaine pérennité, donc soient compétitifs. Et on a remarqué qu'au niveau justement des femmes, les projets qui ont été créés se sont développés. Il y a des projets qui se sont traduits par des recrutements, donc l'élargissement un peu des ressources humaines des projets. Donc peut-être que le projet est parti avec 1 ou 2 femmes, et aujourd'hui on voit ce projet recruter 10, 20, 30 personnes, et c'est ça, le traitement du chômage dans notre pays par l'économique. Parce qu'un projet viable qui réussit, il aura inévitablement un impact sur l'emploi. C'est un peu diversifié, mais ce que nous assistons effectivement, dans une première expérience, on a observé le développement des activités artisanales, c'est-à-dire la confection, surtout la confection qui répond un peu aux besoins des populations, confection traditionnelle, ou la coiffure, parce qu'effectivement c'est de l'artisanat et c'est devenu aussi des services très demandés par la population. Donc ce sont des services au ménage qu'il faut encourager, parce que dans le monde où nous vivons, quelle est la femme qui ne va pas chez la coiffeuse, ou quel est l'homme qui ne va pas chez le coiffeur? Donc ce sont des services extrêmement importants, et il y a des salons de coiffure faits par des femmes en Algérie, qui sont là en Algérie, qui n'ont rien à envier aux salons de coiffure que vous pouvez observer en Europe ou ailleurs. Donc il y a effectivement, maintenant on sent une autre tendance. Il y a des femmes qui vont vers la production de biens et de services. Il y a des femmes qui sont dans des services technologiques. Il y a des femmes qui sont dans l'industrie de production. Et donc tout ça est en train donc de se diversifier. Nous, on est ouvert, le dispositif que gère notre département ministériel, c'est-à-dire soit le dispositif de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes ou celui de la Caisse nationale d'assurance chômage qui prend en charge la population âgée de 35 à 50 ans, tous les créneaux sont ouverts. Donc la liberté totale est laissée à la promotrice, à la femme, de choisir le créneau où elle se sent à l'aise. Parce que la qualification est un facteur déterminant pour la réussite du projet. Si par exemple elle a fait un centre de formation professionnelle, qu'elle a un CAP en couture ou un CAP en coiffure, c'est tout à fait normal qu'elle va choisir un créneau d'activité en relation avec sa qualification. Une ingénieure, par exemple, une ingénieure en génie civil ou là, une ingénieure pour les travaux publics, peut développer un projet de travaux publics. Donc on est à l'écoute. Notre rôle en tant que service public de l'emploi, c'est d'accompagner toutes les femmes qui ont un projet, de les accompagner de leur idée de projet jusqu'à la création de leur projet et même post-création du projet, pour que leur projet se développe et crée de la richesse et de l'emploi. Absolument, parce que nous, ce projet, on considère que la micro-entreprise, c'est comme un bébé. Vous savez, le bébé, il y a l'âge critique, de 0 à 1 an. Il y a une année où le bébé a besoin de tout l'amour maternel, enfin, de tout ce que sa mère peut lui apporter. Et c'est cet âge critique d'une année qui va le consolider, qui va le prémunir, qui va faire de son organisme un organisme donc qui peut se développer et qui peut donc avoir donc un physique sain, donc un corps sain et un esprit sain. La micro-entreprise, c'est à peu près la même chose. Une fois qu'il est créé ce petit projet, pendant une année, il faut le surveiller, il faut l'assister, il faut l'encadrer, de manière à lui apporter encore, disons, des conseils, de la formation, surtout de la formation,
pour lui permettre d'avoir tous les éléments qui puissent fructifier son projet et le développer. Bon, au bout d'une année, après, bon, c'est un projet qui peut voler de ses propres ailes. La création d'activités, le fait de conduire un projet, c'est toujours difficile. Rien n'est facile dans la vie. Conduire un projet, il faut donner de son temps, il faut donner de son intelligence, il faut se battre. Nous avons relevé que nos jeunes ont des prédispositions extrêmement importantes à conduire des projets. Il y a des jeunes qui travaillent 12 heures par jour, voire plus, qui sont là pour effectivement développer leur projet. C'est pas rien du tout. Un projet dans tous les pays du monde, si vous voulez réussir, parce qu'un projet, ça vous procure aussi de la satisfaction. En plus de la satisfaction matérielle, vous savez, il y a des jeunes qui sont passés du stade de demandeur d'emploi, donc de chômeur, à un stade d'employeur. Il devient, lui, le chef d'entreprise. C'est un passage quand même extrêmement important. Vous vous imaginez, donc, les efforts qu'il a fait, la souffrance qu'il a dû endurer. Eh bien, le résultat, il est là. Il devient un manager, il devient un patron, il voit d'une autre manière la vie, il gagne mieux sa vie, il vit mieux, etc. C'est ça. La vie est une lutte économique perpétuelle. Tout être humain doit un peu, disons, dans la vie, changer, avoir plus. Parce que les conditions de vie, il faut aussi se battre pour les améliorer. Nous, les pouvoirs publics, nous faisons de l'accompagnement. Nous soutenons par des aides financières, pour qu'au démarrage du projet, ce jeune qui était chômeur, il ne va pas trop mettre la main à la poche. Donc on l'exonère, il ne paye pas les impôts pendant des années, le taux d'intérêt il est bonifié, l'État l'accompagne pour la bonification. En dehors du prêt bancaire, l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes ou la CNAC lui donne un prêt non rémunéré, sans intérêt. Donc l'État, il est là pour aussi soutenir, accompagner par des aides multiformes. Le conseil, la formation, la négociation avec les banques, c'est les agences qui vont le soutenir auprès des banques pour avoir son crédit bancaire. Les agences sont là aussi pour le soutenir pour leur comment dire, business plan. Tout ça fait partie du métier de nos agences qui sont spécialisées dans l'accompagnement. Je vous ai donné le total des projets qui ont été créés, c'est plus de 124 000, c'est à peu près 125 000, c'est-à-dire que les femmes représentent aujourd'hui, disons 15, ça va aller en disons 15-20%, mais c'est un chiffre, on est passé de 5% à 10%, à 15%. C'est un processus qui se développe. Les femmes viennent de plus en plus à la micro-entreprise et même à la PME. Moi, je parle de la micro-entreprise parce qu'elle fait partie des attributions de notre secteur, mais il y a aussi des femmes managers dans la petite et moyenne entreprise, etc. Donc, je pense que nous sommes sur la bonne voie et je profite de votre antenne pour dire nos dispositifs sont ouverts. Toutes les femmes qui désirent donc créer de l'activité, faire un projet, nous sommes présents sur le territoire national. Donc sur les 48 wilayas, nous faisons de la proximité. Nous avons des réseaux qu'on essaye de mettre vraiment très proches des besoins des populations, que vous soyez dans les régions du sud du pays ou de l'extrême sud ou des hauts plateaux ou des montagnes ou du Sahel. Nous avons un réseau pour accompagner toutes les Algériennes désireuses de monter un projet dans le cadre de la micro-entreprise. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. La discrimination et la violation des droits humains et constitutionnels de la femme préoccupent depuis toujours les militantes associatives et beaucoup de femmes de droit. Notre entretien, justement, porte sur l'inégalité des droits dans la législation algérienne. Un entretien réalisé par Soumaïa Malki avec Maître Benjilali Fatima. كثيرة هي المشاكل التي عانت منها المرأة الجزائرية والتي لا زالت تعاني منها ليومنا
في أسرتها، مجتمعها، محيطها وعملها، وقليلة المرات التي أمكنها فيها الصمود وإيجاد الحلول، ما جعلها تناضل وتكافح من أجل رفع الظلم عنها والحصول على حقوقها وإثبات شخصها في مجتمعها. أخطر ما تتعرض له وما تعاني منه هو الاغتصاب، التحرش الجنسي، الطلاق والعنف وغيرها. لهذه الأسباب وجدت نساء اختارت أن تكون مسيرتها لهدف واحد، وهو مساعدة هذه النساء والنهوض بحقوقها ومساعدتهن على الوقوف والتحدي والصمود، وعلى زرع الأمل في نفوسهن لتخطي مشاكلهن والاستمرار في حياتهن. من بين هذه النساء الأستاذة بن جلال فاطمة، محامية لدى مجلس القضاء بتيارت، تحدثنا عن المشاكل التي تواجه المرأة الجزائرية. بن جلال فاطمة، محامية لدى مجلس قضاء تيارت، يعني من مواليد 1977، خريجة ليسانس حقوق، والآن أمارس مهنة المحاماة. كذلك أنا عضوة في نقابة المحامين حيث مستغانة، وأمارس العمل الجماعي من أجل مكافحة والدفاع عن حقوق المكافحة. ما نحكوش على المشاكل التي تبدو عادية كأي نساء، مثلا نقول قضية الطلاق، قضية النفقة، هذه قضايا يعني عادية، لكن هناك بعض المشاكل التي لا تستطيع المرأة مثلا البوح بها، من بينها مثلا الزنا بين المحارم. الزنا بين المحارم يعني عندما لا تستطيع المرأة أن تبيح بأن هناك علاقة جنسية بينها وبين لبيبها أو بينها وبين زوج أمها. هنا لماذا؟ لأن هذا الموضوع يشكل عن طابو، يشكل حاجز، تبقى دائما المرأة تعاني وقد تطول المعاناة لسنوات. مثلا لو أعطيك على سبيل المثال، هناك سيدة لديها 20 سنة تزوجت مع شخص يفوقها ب40 سنة، أقام تحت الضغط بعلاقة جنسية من طرف لبيبها، لم تستطع البحث، أي لا تستطيع الجهر بها، أنجبت ابن وتم قتله، وأصبحت أنها شريكة معه في الجريمة، ورغم أنها كانت هي ضحية للعنف، كانت ضحية أنها لا تستطيع البحث. عندما قتل ذلك المولود تم معاقبتها ب15 سنة. هنا كان هناك ما هو الغريب أن تلك السيدة ما أعجبني فيها رغم إدانتها، عندما قالوا من طلب منها ما هي الكلمة الأخيرة التي تطلبينها، قالت أريد أن أطلق منه عندما أخرج من السجن. بمعنى آخر أن لديها آمل حتى بعد خروجها من السجن أنها تصرح بطلاقها. هنا يعني ما زلنا لا سيما منطقة تيارت ما زال يشارك الضغط، يعني الزواج بالغير الإرادة، حتى قضايا الاغتصاب، قضايا والآن أتذكر عن التحرش الجنسي في الإدارات. مثلا قضايا التحرش الجنسي، عندما يتحرش الموظف أو رئيس رب العمل بالعاملة ولا يكون هناك دليل، يعني هنا تبقى المرأة تعاني، لا سيما أنها تحتاج إلى ذلك المنصب العامل، وعندما تقوم بشكوى أمام المحكمة تطلب الشهود، بالله من يشهد معها، لأن في التحرش الجنسي مثلا يعني قضايا لابد أن يكون هناك دليل يستطيع رب العمل أن ينفي. هذه المرأة يعني إلى حد الآن لا يوجد هناك قضية جزائية فيها قامت بها المرأة التحرش الجنسي ونجحت. أنا كثير يعني لا، عندما تأتيني ضحية وتقولي باغي نقدم شكوى ونقول تحملي نتائجها، ممكن يدي براءة، تتخسري البوست تاعك ويعاود يرفع لك الدعوة الوشاية الكاذبة، تصبح هي متهمة. هنا يعني بمعنى آخر عندها نقص الدليل، يعني لا يوجد أكثر من ذلك. أنا ممكن أن يوقفها عن العمل ويقول لك ما عندي مضاعي، تروح ترفع قضية في المحكمة، يرفض إدماجها، يخلص تعويض، التعويض مش من عندها، التعويض حيكون على عاتق المؤسسة. هنا تسبب لي كاين كثير من القضايا النضال فيها يبقى حق ولكن النتيجة لا تصل. كذلك مثلا نعطيك مثال، لو نرجع إلى قانون الأسرة، يعطي الأب اللي أعطوا المرأة أعطوا المرأة المطلقة أعطوها الحق في الإيجار. نعم، مثلا في منطقة تيارت يعطيها حق الإيجار 300,000 دينار جزائري، اللي هو 300 دينار، لكن أحيانا الحكم أعطاها 300 دينار، لكن عند التطبيق لا، لأنها كيف تروح تشكي المرأة
بلي راجلها مش خلصها مبلغ الايجار، يقولوا لها بلي لا ماذا تتكلم على النفقه ما تتكلمش عن مبلغ الايجار. كذلك مثلا يبقى لنا مشكل اخر، عندما تقع المراه ضحيه اغتصاب وتكون حاملا، فان رغم ادانه الجاني بفعل الاغتصاب الا ان ذلك الطفل يبقى بدون لقب وطني. كثيرة هي النصوص القانونية وقليلة هي نتائج المرغوب الوصول إليها، ولهذا على المرأة أن تتجاوز الخوف وأن تبوح وتجهر بكل ما تواجهه من مشاكل، وأن تناضل وتكافح لتحقيق أهدافها. يلا مفرس إلا النواس كوكو قرماش للكيمياء، كوكو قرماش للكيمياء، أفرس يا عيال نواس تحمى، أنس قوم دي ثور تتعسى، أنس قوم دي ثور تتعسى. Dans le deuxième entretien, nous retrouvons Aïcha Delouiche, chargée du patrimoine au ministère de la Culture palestinien. Elle nous parle de l'habit traditionnel palestinien. Un entretien réalisé par Daouya Khalifa.
هلا احنا في عنا مناطق زي مثلا منطقة الخليل، بتميزها منطقة الخليل انه بيكون لذراع الثوب، لايدين الثوب يعني بالعامية، لايدين الثوب بيكون ردان، يعني بيكون طويل فبميزه. ممكن كمان يرتبط للخلف. وفي عنا مثلا ثوب رام الله، في عنا عرق غزة، كل منطقة بتتميز حيفا، الجليل، كلها مناطق فلسطينية، كل ثوب أجمل من الآخر. ثوب رام الله عادة بيمتاز بالعروق الخفيفة والناعمة. في عندنا مثلا عرق الطاووس، في عندنا عرق الوردة، في عندنا عرق الحماة والكنة، في عروق جميلة وناعمة بتميز ثوب رام الله. بعدين بين العرق الثوب والآخر بنسميها احنا المنجيلة. المنجيلة هي اللي بتجمل أو بتكمل الثوب. وفي احيانا بيكون اثواب من 4 عروق بس فقط، مع عرق القفع بيحكوا لنا اياه الخلف، يعني من الخلف. وفي اثواب بتكون 6. بعدين احنا بنلبسه في يوم مميز اللي هو يوم الحناء. يوم حنة العروس تلبس الثوب وتلبس لوخاه اللي هي بتكون مرصعة بالذهب القديم، من الفضة القديمة والذهب القديم الفلسطيني. طبعا مش راح يكون اجمل من هيك يعني. يلبس في جميع المناسبات، بالأعراس حتى بالأطراح، وبيلبسوا الثوب اللي ما خفيف جدا عليه العرق، يعني تعبيرا عن الحزن. عرفت علي؟ بكون أو بلون واحد أسود وبكون بلون واحد. ممكن إنه يكون بالأبيض، ممكن يكون بالأزرق، ممكن يكون بالسكني. شايفة كيف؟ يعني في ألوان حسب أمزجة الشخصيات اللي بدها تلبسه يعني. هاي بترجع حسب نشاط المرأة الفلسطينية. ممكن يستغرق معها شهر، ممكن يستغرق معها شهرين، ممكن أكتر، حسب هي نشاطها وسرعتها في التطريز. كيف بدي أحكي لك، يعني شيء جميل إنك تعملي فن. الثوب الفلسطيني فن وذوق، هذا تراث ما بيروح أبدا. يعني إحنا بنعتز فيه. ممكن يصير حداثة على التراث بس ما بروح.
من سابع المستحيلات انه يكون لليهود لهم دخل فيه نهائي. سرقة ممكن انهم يسرقوه، بس ما ممكن انهم يصمموه. الفتاة من اعماق تراثها مش ممكن. Dans ce troisième entretien, nous nous intéressons au cancer le plus diagnostiqué chez la femme, le cancer du sein. Dans une première partie, nous abordons les causes et symptômes de la maladie avec le docteur Louisa Jelloud. Un entretien réalisé par Soumia Melki. السرطان داء العصر، أشكاله عديدة، أعراضه وأسبابه كثيرة. لعل أكثره شيوعا بين النساء سرطان الثدي، تلك الكتلة الثانوية المنتشرة في الغدة الثديية، وهذه الكتلة إذا لم يتم تشخيصها أو علاجها يمكن أن تنمو وتتطور. يحدث سرطان الثدي غالبا بعد سن 50، ولكن هذا لا يعني أنه قد لا يظهر في سن مبكرة أيضا. تحدثنا عن أسبابه الطبيبة الأخصائية في أمراض الثدي السيدة لويزا جلود. Les causes sont très diverses. Quand vous lisez les livres, vous voyez que les cancers en général ont augmenté après la Deuxième Guerre mondiale. Les gens étaient pauvres, ils mangeaient très pauvres, et puis là maintenant les gens mangent beaucoup plus de viande, ils mangent des légumes. Les légumes maintenant ils sont traités, il y a des pesticides, il y a des trucs. Dans les maisons, les femmes utilisent plein de détergents, ça plus ça plus ça plus ça plus ça plus ça peut donner la cause de l'arrivée d'un cancer, plus les stress, plus voilà, la mauvaise hygiène de vie, le manque d'activité. Il y a des facteurs épidémiologiques qui sont décrits partout. On vous dit l'âge jeune des menstrues, l'âge tard des menstrues. Enfin, il y a plein de facteurs. سرطان الثدي لا يعطي في أول ظهوره أي ألم أو مشاكل، ولكن مع تقدم الحالة يمكن أن تظهر أعراض ككتل أو تجمعات وكثافة في المنطقة المحيطة بالثدي وتحت الجلد، تغيرات في حجم وشكل الحلمة والثدي، إفرازات من الحلمة، ألم وثقل في الثدي، ودخول الحلمة إلى داخل الثدي، بالإضافة إلى تغيرات تحدث في جلد الثدي، تورم وسخونة في جلد الثدي وغيرها من الأعراض توضحها لنا الأخصائية السيدة لويزا جلود. La malade, elle peut venir exceptionnellement pour une douleur du sein, elle peut venir pour une boule dans le sein, elle peut venir pour un écoulement de sang, elle peut venir pour un ganglion qui est sous l'aisselle, elle peut venir pour une rétraction de la peau, c'est-à-dire la peau elle est fripée, elle est rétractée à l'intérieur. Les signes sont très diverses et on peut la découvrir seulement par une mammographie de dépistage sans aucun signe quand c'est au stade de début. D'où l'intérêt de faire des radios de dépistage ou des échographies de dépistage avant de palper quoi que ce soit et avant de sentir quoi que ce soit. في هذا العدد تعرفنا على أسباب وأعراض سرطان الثدي، وفي العدد المقبل ستعرفنا الأخصائية لويزا جلود عن الاختبارات التي يجب القيام بها من أجل تشخيص مرض سرطان الثدي، بالإضافة إلى النصائح التي يجب اتباعها.
وقدت في كناني النار والفي شالت وقدت في كناني هاشي ضفي للعشق مرجوفو راح بالزنا يا مظلماني لا لقني في ذا الدنيا خلافو يا ربي يا عيني يا صحابي سلف عشان شوفوا الرارس لك يا عيشة أفضل مجاني ولا شباني يا ضرا يا ربي ويجيب وصفه أهم ربي يا عيني يا صحابي سلف عشان شوفوا راضي بمجالي مرسول عيشة يا حضار حضر ملكني الثيد اللي ليش على طنار الناس يشكروني ولا مثل حظ العار لا رسول رافقني لعند مسبوق اسمه شفار لا رسول يجمل عني ويساني إلا رسولي جمال عني ويساني يروح لك كامل التزيين ويجيب وصفوه يكون حضري الضيف والبيب سيساني صاحبي ينعرضي مكان يكيفوه يا ربي يا عيني يا صحابي سلف عشان شوفوا آه
نلقاهم قاع وجميع من جاني عليك نلقاهم الكل وجميع من جاني يعرفونا سجعان ما نخافو ما نفخم ما نشكر قولي بلساني بن مساير معشوق الزين كيفو انا ربي يا عيني يا سحابي سالف عيشان شوفوه. Dans ce nouvel entretien, nous parlerons du réseau NADA, le réseau des associations pour la protection et la promotion des droits de l'enfant. Un entretien avec Abdelrahman Ralaal, le président du réseau NADA, réalisé par Naïma Zouad. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Abdelrahman Ralaal, le président du réseau des associations pour la protection et la promotion des droits de l'enfant, connu sous le nom de NADA. Ce réseau est membre du PCPA, Programme Concerté Pluriacteur Algérie, et a pour objectif d'amener les associations et les institutions à intégrer la question des droits de l'enfant dans leur stratégie de développement, et ce par la formation, le plaidoyer, la sensibilisation et la mobilisation. Comment l'idée vous est venue de créer ce réseau et quelles ont été vos motivations? Le début, c'était au début de 2004, suite à tout le travail qu'on a développé à Boumerdès, à Alger, avec un nombre d'associations pendant le séisme. Il y avait un grand travail de solidarité sur le terrain. Et juste après, on a organisé une rencontre avec l'UNICEF, avec 30 associations. C'était une rencontre de formation sur les droits de l'enfant. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à penser comment ce travail peut être piloté et partagé avec toutes les associations sur le terrain. Mais on n'avait pas l'idée d'un réseau, sur quelle thématique on va travailler, etc. Et c'était là qu'on a commencé à penser. D'un côté, comment on peut travailler ensemble, garder la dynamique qu'on a créée à Boumerdès et à Alger, et s'inscrire dans une démarche de développement et durable. Et là, on a commencé, je me rappelle, fin 2003, à bosser sur ça, à réfléchir sur le titre, le Nokhraj Nada. La deuxième motivation, moi personnellement, dans mon travail quotidien que j'ai développé avec les scouts, j'avais affaire à des cas comme ça, de violation de droits, de justice. Mais tellement on était très limité dans l'action, on fait que du social. Et une femme en détresse, elle vient et dit que voilà, j'ai des problèmes, etc. Mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de vêtements, j'ai besoin de médicaments. On l'aide. Mais entrer dans les particuliers de son problème et l'accompagner pour trouver une solution, c'était pas notre mission. Et là, on a dit pourquoi pas, on crée un autre espace où on peut gérer ces problèmes. La troisième motivation, c'était vraiment la dimension internationale. On a participé en 2000 à la conférence internationale qui a été organisée par les Nations Unies sur les droits de l'enfant. Et là, lorsqu'on a vu qu'il y avait des engagements de toutes les nations, y compris l'Algérie, pour améliorer la situation des droits de l'enfant, le thème c'était un monde digne pour les enfants. Et parmi les recommandations, c'est de créer le réseau au niveau de chaque pays, des acteurs associatifs pour la protection des droits de l'enfant. Donc il y a comment on peut s'inscrire sur la scène internationale à travers cette recommandation. Et là, donc, on a commencé la concertation en 2004 et exactement le 5 janvier, on a mis en place la naissance de ce réseau. C'est la rosée du matin, c'est un signe de changement le matin. Ainsi, le facteur déclencheur de la création du réseau NADA est le séisme dévastateur de 2003 qui a touché la région du centre de notre pays. Les scouts musulmans ainsi que d'autres associations se sont mobilisés sur le terrain du secourisme pour répondre aux besoins des personnes sinistrées. Durant cette année, l'UNICEF avait organisé un séminaire sur le travail en réseau, ce qui a incité les associations à se concerter pour une éventuelle création d'un réseau
œuvrant à la promotion et à la protection des droits des enfants. On a commencé avec un groupe d'associations, 5 associations, telles que l'association Amin, les Scouts, Twiza. Il y a une association qui travaille avec les handicapés de Chiraga et quelques personnes ressources. En 2004, donc 65 associations qui ont partagé l'idée et la création. Et depuis, on est 100 associations et on a beaucoup de demandes d'associations qui veulent adhérer. Mais pour nous, je pense qu'avec 100, on peut vraiment gérer les choses à l'aise, sans avoir beaucoup d'associations et après, on ne peut pas les gérer, on ne peut pas répondre à tous les besoins. C'est important. Et d'autre côté, on cherche la qualité, mais on ne cherche pas le nombre. C'est les gens qui sont efficaces sur le terrain qui peuvent développer avec nous les projets. On retrouve dans la stratégie du réseau NADA la lutte contre toute forme de violence, d'exploitation et de sévices. Concrètement, on travaille sur différents projets. Agir ensemble, l'enfant réfugié, le renforcement de capacité, plus juge d'écoute. Mais en 2010, on va démarrer sur un projet très très important, c'est la justice des mineurs. On a un autre projet que nous sommes en train de préparer, c'est les enfants de la rue, les enfants هذو اللي راهم يباتوا برا طلبوا بهم les enfants اللي راهم يهربوا ما عندوش وين يبات لانه عنده مشكل في البيت عنده ان كونفلي هذه كامل مشاكل لازم نعالجها مع كامل الشركاء. لو ترافاي دي زونفون اطفال تاع 15 سنه 14 سنه اللي راهم يتاجروا ودخلوا في عالم الشغل وفي بعض الأحيان يستغلون جنسيا وكل المخاطر اللي تحوم حولهم. هذا من بين الأشياء اللي احنا مستعدين نساهموا فيها. دونك ça sera vraiment des projets phares surtout la justice des mineurs. هي كيف احنا كشبكة نرافق الأطفال اللي موجودين في نزاع مع القانون من اللحظة الأولى اللي يتم القبض عليه من طرف الشرطة أو بالدرك إلى غاية القرار النهائي تاع المحكمة يا إما ببراءة تاعو يا إما بذهابه إلى السجن أو مؤسسة إعادة التربية. هذا يعني أكثر من 11,000 طفل يومي في السنة في الجزائر يوقف أمام العدالة. من خلال المشروع كيف نرافق هذه الأطفال ونقص عدد الأطفال اللي يوقفوا أمام العدالة. هذا من بين المشاريع الأساسية اللي راح ينقص كثير من المشاكل على مستوى أطفالنا وعلى مستوى العائلات اللي تلقى هذه المشاكل. La justice des mineurs, les enfants de la rue et le travail des enfants sont les projets que le réseau NADA compte entreprendre durant l'année 2010 dans le cadre de la stratégie qui appelle au renforcement du dispositif juridique de protection de l'enfant. Dans le dernier entretien de Tous pour elle, nous portons un regard sur les non-voyants, avec le poète Abdelrahman Amalou. Abdelrahman Amalou met à leur disposition un recueil de poésie en braille. Un entretien réalisé par Naïma Zouad. Aujourd'hui, nous tournons le regard vers une frange de la société qui se sent mal comprise, isolée et parfois même rejetée par les autres membres de la société. Il s'agit ici des personnes non-voyantes. Il est présent avec nous aujourd'hui un artiste au grand cœur qui a décidé de faire un joli geste à l'intention des non-voyants. Pour plus d'informations sur ce geste, je vous propose de suivre notre interview avec le poète et musicien Abdelrahman Amalou qui nous a rendu visite au siège de notre association Femmes en Communication après avoir entendu parler de notre radio Voix de Femmes. Il va nous parler aujourd'hui de son recueil de poésie intitulé Les mots, et surtout de la mise en disposition de ce recueil en braille, accompagné d'un CD dont il a lui-même composé la musique, et cela gracieusement à toutes les personnes non-voyantes. Mais avant d'en savoir plus sur cette belle action, essayons de connaître un peu plus son acteur. Amalou Abdelrahman est poète et aussi musicien. Compositeur. Entre les années 1970 et 80, j'ai composé 4 chansonnettes en langue berbère, c'est-à-dire en kabyle, que j'ai chanté, que j'ai publié. Ensuite, j'ai contribué à la musique du film Genèse de Hammam Liani,
Par la suite, donc, comme on sait que à l'époque la chanson et puis la littérature ne faisaient pas vivre son langue, comme on dit, j'étais obligé de choisir une autre activité pour survivre. C'était jusqu'aux années 2006. Donc j'ai rencontré une personne qui était éditrice, qui est toujours éditrice, avec qui j'ai pu réaliser mon rêve de faire un recueil, ce recueil de poésie libre, les mots. Pourriez-vous nous présenter votre recueil et nous dire à qui est-il destiné? Le recueil que j'ai mis sur le marché en fin 2008, les mots, donc il s'agit de 7 poèmes qui traitent un peu les maux de la société. Je m'explique. Je parle notamment de la solitude, de l'hypocrisie, de la tolérance, du pardon, dans le sens le plus large. Ce livre est destiné à une catégorie qui aime la poésie. La poésie, c'est une littérature qui est lue, apprise, elle est chantée, elle est transmise, comme les proverbes. En plus de ce recueil, qu'apportez-vous de nouveau? J'ai fait un CD pour les non-voyants que j'ai distribué gracieusement. J'ai eu la chance et le privilège de rencontrer des non-voyants intellectuels qui sont venus me voir parce qu'une semaine auparavant, je suis passé à la radio Bacha, Itfen. C'est une émission de Ramana Toufir. J'ai pu présenter un peu le produit que j'ai mis sur le marché. D'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, 2010, donc il y aura 3 traductions. D'abord, notre langue, c'est la langue arabe, il y aura la langue samazigh, il y aura aussi la langue allemande. Je voulais m'ouvrir un peu au monde et puis faire connaître notre culture. Ce qu'il y a de nouveau, un peu en Algérie, je dis un peu pour être modeste, c'est de mettre le livre en braille gracieusement à tous les non-voyants de toutes les régions. Je le mettrai gracieusement avec un CD où on reprend le recueil, les mots, pour s'arrêter et pour passer notre aventure. Pourriez-vous nous dire comment avez-vous eu l'idée de mettre le recueil en braille? L'idée m'est venue en partant dans la région où sont nés mes parents. C'est Azfoun, donc tout le monde connaît Azfoun parce que c'est un petit village qui a fait sortir, je dis entre guillemets, beaucoup d'artistes. Donc Hadj Mohamed, Issiakham, Tahar Jaoud et moi en dernier, un tout petit. Donc j'avais vu un non-voyant qui écoutait de la radio, je me suis approché de lui et je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'il pensera si la radio un jour mettra à son écoute des pièces théâtrales, des contes et de la poésie? Il m'a répondu qu'il serait très heureux de constater que la société où nous vivons a tourné un peu le regard vers lui. Et c'est là que m'est venue l'idée du braille. De cela, je suis parti à l'Office national des publications scolaires, donc l'ONPS, que je remercie, qui ont contribué d'abord pour cette réalisation. C'est un rêve pour moi de réaliser quelque chose, une action pour autrui. Avez-vous rencontré des difficultés? En braille, je n'ai rencontré aucune difficulté. Dieu m'a facilité toute la tâche. Je vous assure que jusqu'à ce jour, toutes les personnes à qui j'ai confié le travail, les personnes que j'ai rapprochées m'ont aidé. Notamment l'ONPS, les imprimeurs, les studios d'enregistrement, ils m'ont vraiment aidé. Et chaque fois, ils veulent contribuer. Et c'est normal, c'est une bonne action pour tout le monde. D'une part, nous sommes tous fiers de mettre même un petit recueil, quel que soit le nombre de pages, à la disposition des non-voyants. Les non-voyants, ils ont 2 univers. Nous avons qu'un seul. Ils ont le leur et le nôtre. Vous savez, un non-voyant entend les belles images. On ne dit pas écouter, surtout croire en la musique, parce qu'un non-voyant, généralement, il imagine beaucoup dans son monde. Ce n'est pas comme le nôtre. Là, nous voyons, donc notre imagination, elle peut être très très prononcée, mais elle ne peut pas être aussi prononcée dans leur univers. C'est un univers qui est dans l'obscurité, mais qui est plein d'images. Pourquoi avoir choisi l'association Femmes en Communication et qu'attendez-vous au juste de cette association? D'abord, je remercie l'association de m'avoir accordé ce privilège de m'exprimer sur mon recueil de poésie libre. Cette association va me faciliter d'abord un peu la distribution, la mise à la disposition des non-voyants, ou m'indiquer ou m'orienter pour pouvoir distribuer gracieusement ce recueil que j'espère qui sera d'une utilité pour les non-voyants. Auriez-vous d'autres projets ? Mettre en 2010 la mise à disposition commerciale bien sûr d'un roman que j'ai écrit qui s'appelle Un mot qui fait de la voile, et puis le deuxième recueil de la poésie toujours dans le même contexte. Un dernier mot ?
Le dernier mot, je remercie Dieu de m'avoir quand même donné cette clairvoyance, de dire peut-être que je suis âgé et j'ai fait une bonne action pour au moins une catégorie de personnes qui peut-être sont un peu négligées. Je parle des personnes non-voyantes, que j'espère que d'autres actions vont être mises à leur disposition, Inch'Allah. Je conclus cette émission par un morceau choisi du CD intitulé Les mots du poète Abdelrahman Amalou. Avoir encore de l'amour dans un cœur ému par la trace des mots. Lui qui a tant reçu, aujourd'hui fait le sourd au coup de la faute. Prier dans son cœur plus que de raison, car les maudits moments abandonnés ailleurs rendent au visage enfui le sourire puis l'oubli. Puis presser ses pas, de peur d'être retenu par les moissons détruites. Jamais en pareil débat, le cœur ne s'est si bien cru, prêt à classer la suite. Alors des sources bénies, l'eau sans cesse jaillit, en redonnant aux fruits le vrai goût si chéri. Avoir encore de l'amour, un peu plus chaque jour. Priver la femme de l'instruction et du savoir, voici une forme de violence infligée aux femmes en Algérie. 22,1% de la population est analphabète, dont la majorité de femmes. Mais il existe en Algérie une stratégie nationale de lutte contre l'analphabétisme. Une stratégie qui a porté ses fruits, puisque le taux d'analphabétisme est passé de 43% à 22,1%.
L'association Iqra est partenaire des pouvoirs publics dans cette stratégie. Voici l'entretien réalisé par Naïma Allouche avec sa présidente Aïcha Barki. Parler de lutte contre l'analphabétisme, c'est parler de l'association nationale Iqra, dont on connaît l'empreinte sur son parcours de lutte depuis 19 ans. À travers sa présidente, Mme Aïcha Barki, qui militait pour l'éradication de l'analphabétisme, on peut connaître la situation des femmes analphabètes en Algérie. D'abord, toute fière, à l'image de toutes les Algériennes et Algériens de la qualification de l'équipe nationale et mondiale, Mme Barki nous déclare que le mot amour doit être conjugué à tous les temps pour exprimer notre solidarité et dénoncer ainsi la violence exercée particulièrement par les hommes à l'égard des femmes. J'espère que ces hommes se souviendront que nous sommes les mères de ces héros qui ont ramené en plus de la victoire le bonheur à ce pays, ne serait-ce dans le domaine sportif, dit-elle. En cette journée de lutte contre la violence, à l'égard des femmes en particulier, soit vraiment un jour de déclic où la violence sera bannie de mon pays, dans nos villes, dans nos campagnes, sur nos stades, dans les écoles, partout. Je crois qu'on a ce pouvoir de faire les choses et j'espère que, puisque la violence à l'égard des femmes, elle est exercée en particulier par les hommes, j'espère qu'ils se souviendront, ces hommes, que nous sommes les mères de tous les joueurs qui sont partis jouer عنتر يحيى وغيرهم وسعدان وغيرها يكونوا يعرفوا يديروا هذا الشيء هذا وإن شاء الله إذا ils s'identifient à ces gens-là qui nous ont fait du bonheur, et ben j'espère que علمهم وليس جهلهم اللي هو أنا أناضل من أجله، لأن جمعية إقرأ كما تعرفين هي جمعية اللي تناضل من أجل محاربة الجهل محاربة الأمية واللا قرائية، lutte contre l'analphabétisme, l'illettrisme et les déperditions scolaires. Pour la présidente de l'association Iqra, la première violence exercée à l'égard de la femme est de la priver du savoir. Comment damner cette ignorance et le combat mené par Mme Barki. Dans notre programme, nous essayons de contribuer à apporter la science avant la violence et je suis arrivée avec mes camarades à faire admettre que la première violence que l'on exerce par rapport à une fille, par rapport à une maman, par rapport à une femme, c'est de la priver de l'école. Alors, priver un enfant de l'école est une forme de violence. Et mon combat continue donc pour que la loi qui existe dans notre pays, qui donne droit à tous les enfants d'aller à l'école, filles et garçons, un long assez important de 9 ans, de 6 à 16 ans, soit une réalité. Environ 22,1% de la population est frappée par l'analphabétisme et dont la majorité sont des femmes. D'après les statistiques officielles, c'est beaucoup en dépit des efforts accomplis. Quel est donc le programme mis en place pour réduire ce taux qui demeure important, Mme Barki? Pour l'alphabétisation, vous savez qu'en 2008, il y a eu un recensement général et qui a donné de nouveaux chiffres. Donc l'Algérie aujourd'hui a 22,1% d'analphabètes, dont la majorité femmes, bien sûr, sur les 6 millions de 100. Mais sachez aussi qu'il y a 10 ans de cela, nous étions à 43% d'analphabètes. Donc il y a un effort considérable qui a été fait par rapport à l'éducation en général. Sachez qu'il y a aussi 9 millions 200 d'enfants scolarisés dans nos 9 millions 200, c'est quand même très important, 1 million 200 de jeunes qui sont dans les universités. Et aujourd'hui, nous arrivons à alphabétiser, nous à Iqra, 110 000 par an. Avec les institutions de l'État, on arrive jusqu'à 700 000 par an. Je crois que, Inch'Allah, nous serons au rendez-vous de 2016 en éradiquant de moitié le taux existant. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes à 22%. Donc d'ici, Inch'Allah, 2016, nous serons au rendez-vous des Nations Unies parce qu'il va y avoir une grande conférence internationale sur l'éducation pour tous et l'Algérie sera à ce moment-là avec 9 à 10%. La lutte contre l'analphabétisme est adossée aujourd'hui sur une stratégie nationale. C'est aussi un des objectifs majeurs du programme millénaire piloté par les Nations Unies. À l'horizon 2015, la présidente d'Iqra nous précise comment va-t-elle réaliser ces objectifs.
L'Algérie a adopté en 2007, je pensais que vous le saviez, en 2007, elle a adopté une stratégie nationale où elle a mis des fonds considérables, plus de 53 milliards de dinars pour la prise en charge, c'est-à-dire les moyens scolaires, les moyens livres et fournitures, l'enseignement, c'est-à-dire la formation des enseignants. Donc il y a une prise en charge totale aujourd'hui de l'État, ce n'est plus un travail associatif. Nous, on est le partenaire de cette stratégie à laquelle nous avons contribué lors de son élaboration. C'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui il y a 600 000. Nous, dans les 600 000, l'association prend 110 000. Il y a un autre programme que nous avons développé et qui aujourd'hui aussi est devenu une stratégie nationale, c'est d'avoir lié l'alphabétisation et la formation. Comme vous le savez, le ministère de la formation professionnelle a mis un nouveau mécanisme de prendre les 100 niveaux. Il y a un programme spécial femmes de formation dans les femmes au foyer. Donc tout ça contribue à la lutte contre l'analphabétisme et celui d'avoir intégré l'alphabétisation, la formation à l'alphabétisation, c'est vraiment le programme international qui est prôné par l'UNESCO et par toutes les institutions. Donc je pense que notre pays est en bonne voie. Inch'Allah, il faut continuer, il faut ne pas lâcher prise et être derrière tous ces mécanismes pour les mettre et les faire arriver aux citoyens algériens. Parce que très souvent, quand on n'est pas informé, on passe à côté. Donc là, nous, on se fait le vecteur de communication, que ce soit des mécanismes de l'État ou de notre propre travail. Dans cet entretien, Maître Nadia Aidzai, présidente du CIDEF, Centre d'information et de documentation sur les droits de l'enfant et de la femme. Maître Nadia Aidzai revient sur la création du CIDEF et nous parle davantage sur les différentes activités et projets du centre. السيداف مركز المعلومات والتوثيق حول حقوق الطفل والمرأة تأسس في 9 ماي 2002 وهذا من أجل الإعلام والإرشاد بحقوق المواطنة للطفل والمرأة وكذا الوعي عن مطالبهم واحتياجاتهم. أعضاؤه 5 مداومون والباقين متطوعون يعملون من أجل المساعدة وكذا الوصول إلى تغيير القوانين المجحفة لهذه الفئة من المجتمع. هذا ما توضحه لنا السيدة نادية أيدزاي. Le CIDEF, c'est un centre d'information et de documentation sur les droits de l'enfant et de la femme. Il a été créé en 2002 sous l'égide d'une association culturelle et donc il a pour objectif de développer un peu tous les aspects qui concernent la condition féminine et la condition de l'enfant, mais surtout d'arriver à modifier les lois discriminatoires donc par rapport à ces deux catégories. On est 5 permanents ici au centre, 5 personnes et on a aussi des bénévoles, vous venez de le voir, là il y a un monsieur qui nous met sur informatique la base de données. يقوم السيداف بالعديد من النشاطات أهمها الإعلام وتوعية الجماهير وتطوير البحوث ذات الصلة بالطفل والمرأة، تنظيم أيام دراسية، تنظيم المؤتمرات والندوات، تدريب الباحثين وأعضاء الجمعيات، إدارة المشاريع والاتصالات والاستقصاء، إصدار المجلة الفصلية التي تعتبر منتدى لقضايا المرأة والطفل، وتأسيس شبكة بلسم للاستماع. Première activité importante, d'avoir constitué un fonds documentaire relatif à la condition féminine et les droits de l'enfant. On a plus de 5000 ouvrages, donc qui sont destinés aux chercheurs, aux mouvements associatifs et donc aux journalistes. On organise des journées d'information, des séminaires, des journées d'études. Donc cette information aussi se fait par le biais d'une revue que nous avons. Nous avons 4 numéros par an, elle est trimestrielle. Et là aussi nous touchons à des questions proprement féminines en matière de droit, en matière de travail, en matière de santé, tout ce qui touche donc à la maltraitance de l'enfant, aux droits de l'enfant, notamment la kafala, les handicapés. On informe aussi par le biais d'un site web que nous avons, cidef-dz.com. On informe aussi et on vulgarise par le biais de guides et de dépliants.
Donc on met une information et elle est distribuée à grande échelle. Ça c'est pour l'information et la vulgarisation. Nous travaillons aussi sur la violence à l'égard des femmes. On a monté un réseau des centres d'écoute pour avoir une base de données et pour avoir des chiffres en fait sur des statistiques sur les violences faites aux femmes. Donc on a 9 centres d'écoute qui sont en réseau et ce réseau s'appelle le réseau Balsam. C'est un réseau national. Nous avons fait aussi un sondage national sur la connaissance des droits des femmes et des enfants. Il était important de voir quel était le comportement des Algériens par rapport aux droits des femmes. Et nous faisons aussi de la formation, alors en direction des jeunes et des femmes. On a fait une formation de jeunes leaders. Donc on apprend aux jeunes qui veulent être dans le mouvement associatif ou dans la société civile à se comporter en leader. Pareil pour les femmes aussi, on a fait des formations. On aide un peu les enfants aussi, on a un petit peu débordé de notre objectif. On aide les enfants à améliorer leur arabe, leur français, leur anglais, et un peu d'informatique, ils font du dessin aussi. استهداف العديد من المشاريع وكلها من أجل الدفاع عن حقوق الطفل والمرأة. هذا ما توضحه لنا أيضا السيدة نادية عيدزاي. Là, en ce moment, comme projet, on a 2 projets qu'on est en train de faire. Bon, outre la revue, qui elle sort tous les 3 mois, on est en train de préparer celle de mars. Nous avons un projet sur l'égalité dans l'héritage et on a un projet de guide des droits de l'enfant. Donc ils sont en cours de réalisation et on est en train de travailler dessus. Le CIDEF accueille tout le monde, toutes les associations, donc il se veut être un peu le lieu d'accueil, le lieu de rencontre, le lieu où toutes les associations peuvent se rencontrer et à partir de là il y a des choses qu'on peut faire ensemble avec les autres associations. Si. روح بالهنا والضمان يا لمن روح بالهنا والضمان يا لمن من ما بقيت نديرك في بالي في بالي في بالي ما دريت نخدع ياتي بالأمان وانا دريت وخيك ضيسران ولا ادري مع حبيب قلبي يا حبيبة قلبي هكذا يسرالي صرالي صرا صرالي بالهنا والضمان ما نزيد نديرك في بالي
ما بقيت ندير فيك الأمان يلي ظنيتك غزالي عاد نفسي في ذا الزمان وعضت بالله العالي ما توجدي حتى إنسان يشبهني ويكون بحالي لو تقطعي بحور ويدان ما تزيدي تشوفي خيالي ما تبقاش خلاص المكتوب نصيبك بيدك قطعتي كم من توبوتو يخونك ملح اللي كليتي كون ظليك انا يا محبوب شربتي في كاسي وبدلتي خليتي قلبي معطوب شي اللي درتي راكي تصيبي قدرت علام الغيوب يجرالك اللي جرالي كن ظن في قلبك نيام قلبي صافي ليك هديته مشيت معاك بالنية سري لك عمري لخبيته قلت انا انت يا عيني وخلي الحساد يموتوا ما عندي غير انت يا وعليك سوري انا مضيته كي درك ليا معليا هكذاك انتي يا ستيري كن ظن في عهدك ما يدوم في القلوب تكوني خفيفة صدقتيكي ضباع المكنون معيشتو في كريسة جيفة وقال عليك سيد المجدود ولا حكمة ومعرفة ركبتي